moi, j'ai envie de dire à l'univers, merci de m'avoir mis sur ce projet-là. Merci de m'avoir lancé. T'as pas été tendre. Euh, et donne-moi l'énergie de continuer. Et mets un peu de lumière au bout du tunnel. Et si je vous racontais une histoire? Et si je vous racontais une histoire d'entreprise? Et si je vous racontais l'histoire aujourd'hui des Copains de Bastien, qui est une manufacture de chocolat à Paris Intramuros? Et pour cette émission, je suis heureux d'accueillir Stéphane Pétillon. Bonjour Stéphane. Bonjour Emmanuel. Alors, cette histoire, elle est très originale. Les Copains de Bastien, déjà dans son titre, on ne peut pas dire que ce soit très commun. Et tu as une histoire vraiment tout à fait singulière à nous raconter. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle idée t'as pris de fabriquer, de faire du chocolat à Paris Intramuros et de le vendre? C'était ton métier de base, c'était ta passion depuis toujours, t'en as rêvé? Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai un parcours, on va dire, avant qui n'a rien à voir avec celui de la gastronomie, du chocolat ou autre. Et en fait, le projet est né d'une question de mon petit garçon, donc, qui s'appelle Bastien, il y a 5 ans maintenant, qui m'a demandé pourquoi je donnais pas du travail à ses copains des rues. Et n'ayant Les pas de réponse, clochards, les SDF, SDF. les gens qui font la manche, et n'ayant pas vraiment de réponse à lui donner de façon concrète, il avait 6 ans, c'est pas forcément évident de Donc à 6 ans, il te matérialiser. dit, papa, pourquoi tu donnes pas du travail aux À mes gens qui copains sont des dans la rues, rue? voilà, à mes copains des rues. Et donc, la question est restée en suspens dans ma tête 4-5 mois. Le Covid est arrivé par là, m'a permis de prendre un peu de recul sur pas mal de choses. Et puis un jour, le déclic de dire, bah voilà, faut que j'arrive à monter une entreprise dans laquelle je puisse embaucher n'importe qui, sans critères, autour d'un métier passion, avec des débouchés pour être capable de créer une opportunité à ceux qui veulent s'en sortir. Alors cette aventure, t'étais pas du tout préparé à cela. Non, pas du tout. J'avais Tu encore faisais mon quoi jusque-là, entreprise. voilà. Moi, j'étais co-dirigeant d'une entreprise d'informatique. D'accord. Donc, on avait une 60aine de personnes. On était 3 associés. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et puis, voilà, cette question est venue me titiller. La naissance du projet. Je me suis emballé sur cette idée et j'ai posé un peu un business plan. Mais bon, peut-être que j'ai pas été jusqu'au bout vraiment des finalités, des chiffres. Mais en tout cas, j'étais convaincu de l'idée et du projet. Et, On fait pas un projet comme ça pour gagner de l'argent, a priori. non, non, par contre, il y a il y a toujours cette volonté de monter un projet qui soit autosuffisant pour montrer que justement le monde de l'entreprise peut être vu d'un autre angle que celui uniquement du profit à l'actionnaire, mais pas forcément non plus dans un modèle d'association. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'atteindre l'équilibre, la rentabilité, la croissance. Donc il s'agit bien d'une entreprise C'est une, commerciale. voilà, c'est une SAS. Donc D'accord. comme ça, il n'y a pas de débat. qui a pour objectif de recruter et de former des personnes en grande précarité autour des métiers du chocolat, mais qui doit, comme toute entreprise, sortir un bilan positif à la fin de l'année, sinon ça pose quelques problèmes. Donc là, ça fait 3-4 ans que tu as démarré cette entreprise? 3 ans, voilà, on a clôturé notre 3e bilan. D'accord. On est passé à l'équilibre, on est positif maintenant. Donc les 2 premières années ont été... Sacrée gageure. Les 2 premières années ont été rock'n'roll parce qu'il a fallu retrouver à se refinancer. Parce que voilà, encore une fois, c'est un projet de manufacture, donc ça veut dire local, matériel, stock, tout personnel. Voilà. Plus on a quand même démarré post-Covid, pendant une guerre, dans une période d'inflation historique, et sur des matières premières qui ont été multipliées par 3 sur la dernière année. Ah oui, dit comme ça paraît mission impossible. Ah ouais, c'est toujours la fameuse phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc c'est un peu Ça le t'inspire, mantra, Mark Twain, le ouais. mantra voilà, de se dire, bon, de toute façon, la conviction est là, les épreuves sont des exercices, et à chaque fois qu'on n'y croit plus, l'avantage c'est d'être aussi entouré, c'est d'être convaincu dans son projet, et de se dire que voilà, on ne peut pas lâcher un projet comme ça. Il ne s'agit pas juste d'un projet d'entreprise pour gagner de l'argent, et si c'est pas rentable, on passe à un autre. On est sur un projet humain, on est sur des gens qui nous ont fait confiance, qu'on accompagne depuis 2-3 ans. Donc on ne peut pas, parce qu'en tant que dirigeant, on a 2-3 tracas et qu'on n'a pas le moral un jour, se permettre de cracher le projet et de passer à autre chose, quoi. 2-3 tracas, je me suis laissé dire que c'était pas exactement ça. Par jour, pardon. Par jour. Par jour. Déjà, on est mieux. Ça va jusqu'où ces tracas? Parce que, en fait, tu as compris dans cette émission, on en a parlé un peu avant pour préparer l'émission.
L'objectif, c'est quoi? Et effectivement, de parler de ton parcours, de ton histoire, parce que ça peut être extrêmement... D'abord, ça peut être valorisant pour toi, ça peut être valorisant aussi pour tes collaborateurs de comprendre par quelles étapes tu es passé. Et puis pour tes clients, qu'ils soient clients, parce que tu as deux typologies de clients, hein, tu es une manufacture de chocolat un peu particulière, tu nous expliqueras, mais tu as des clients entreprises et des clients particuliers, de comprendre le pourquoi, le fameux why de Sinek, là, savoir pourquoi est-ce que tu te lèves le matin, pourquoi est-ce que tu t'investis là-dedans. Et tout ce que tu dis est peut-être inspirant. Donc déjà, on peut associer une belle idée humaniste et solidaire avec un projet commercial. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est évident? Est-ce que tu avais déjà été dans le domaine de l'entreprise solidaire ou du caritatif ou de choses comme ça? Non, je dirais que ce projet, c'est vraiment une page blanche. Je n'y connaissais rien en chocolat, encore moins en social. J'ai pas eu non plus un parcours de vie qui m'a amené à être dans les sphères du social ou à être bénévole dans des associations. Quand l'idée est montée en tête, je me suis dit il n'y a qu'une seule façon de potentiellement le réussir, c'est de se faire entourer. Donc la première action a été de dire qui dans mon entourage de près ou de loin peut m'aider sur toutes les compétences que je n'ai pas. Et c'est quelque chose aujourd'hui que j'aime bien dire ou faire, c'est quand on lance un projet, la première chose c'est pas de lister ce qu'on sait faire, parce que ça c'est pas intéressant plus que ça, c'est de lister toutes ces incompétences et d'essayer de mettre en face de chacune de ces incompétences des ressources, qu'elles soient internes, externes, du réseau, des associés, etc. Parce qu'il n'y a pas de projet d'entreprise qui peut se conduire seul, ou en tout cas elle n'ira pas loin et elle ne sera pas, à mon sens, viable, puisque si on est 100% de l'outil de production, il y a un moment donné, on devient le facteur limitant, quoi. Ça commence tout seul par une idée. Oui, il faut être le moteur, ça c'est évident, il faut être l'énergie, il faut être le moteur. Mais rapidement, il faut savoir s'entourer, c'est ça. Voilà, il faut surtout prendre conscience de tout ce en quoi on n'est pas bon. Et si on n'a pas les moyens d'aller chercher les ressources expertes, parce que ça arrive aussi, hein, on peut pas, j'avais pas de budget moi pour lancer ce projet-là, donc c'est un peu vraiment à la débrouille et à l'artisanat, mais de se dire ok, bon bah ça, je suis pas bon là-dedans, j'ai personne à mettre en face, j'ai pas les moyens de prendre un prestataire, ok, c'est ok, mais au moins je sais que ça va me prendre 3 fois le temps de quelqu'un qui maîtriserait pour un résultat qui sera peut-être pas 100%. Mais il faut faire avec. Alors, quand tu parles d'artisanat, alors j'entends ton propos et en même temps, quand j'étudie un petit peu ton travail, ton business model, etc., c'est pas si artisanal que ça. C'est-à-dire qu'on sent d'emblée que tu carénes les choses pour avoir une vraie croissance, pour que cette entreprise ne reste pas artisanale. Alors au début, effectivement, on bricole parce qu'on n'a pas les moyens, mais n'empêche que j'ai l'impression que tu as d'emblée prévu ça. En fait, dès le départ, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pensé à ce projet, je l'ai construit pendant le Covid. Donc dans un moment où toute l'économie était chamboulée, où on a vu des grosses entreprises être face à des difficultés, des PME exploser de performance. Donc je me suis dit, l'enjeu, c'est d'être multicanal tout de suite, parce que pendant le Covid, les consommateurs étaient proches de leurs commerçants et de leurs artisans, puisqu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Les entreprises étaient plutôt à mal, mais je me suis dit, voilà, c'est des choses qui peuvent évoluer. Donc l'enjeu, c'est construire un projet qui soit d'emblée multicanal. Donc on n'est pas qu'une boutique, on n'est pas qu'une plateforme Internet, on ne travaille pas que dans le B2B, mais on met tout en œuvre dès le départ. Et puis après, on verra un petit peu comment ça évolue et sur quels axes et quels canaux, finalement, on accélère au fur et à mesure du déroulé du projet. Et donc quand tu fais ça, au départ, d'abord, combien de personnes t'ont pris pour un fou? Parce que, encore une fois, je resitue le contexte, hein, dans le travail préparatoire, là, je vois le mec en réussite, une entreprise d'informatique, avec de l'avenir dans ce secteur-là. D'ailleurs, tu n'as jamais dit que tu voulais pas y retourner un jour. Exactement. Voilà. Et tu gagnais plutôt bien ta vie. Enfin, très bien. Enfin, on va je sais que c'est parfois tabou en France de parler d'argent, mais tu gagnais correctement ta vie. Et puis d'un seul coup, tu te mets à fond dans un projet qui non seulement a cette vocation d'aider les autres, mais en plus où ta propre rémunération à toi est secondaire. Parce que, elle est plus que secondaire, parce que je me paye que depuis 6 mois et ça fait 4 ans. Donc, D'accord. Et il a fallu investir une vingtaine d'années de travail d'économie pour monter ce projet.
Ah oui, t'as mis Ah bah on des- est à des- plus de des- 300, à titre personnel, moi je suis à plus de 350 000 euros d'investissement dans ce projet, sans parler de la non-rémunération et de la ça picote. non-salaire, voilà. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir me faire entourer de quelques associés investisseurs qui ont été et qui sont toujours d'une double utilité, qui ont été au départ on va dire un vecteur de financement, Oui. qui ont permis d'aller voir après les banques, etc. Parce que quand on va voir une banque et qu'on leur dit, voilà, j'ai fait 20 ans d'IT, je lance un projet social qui fabrique du chocolat dans Paris avec des SDF, il y a un moment donné, ils n'ont pas la case dans les formulaires. Elle n'y est pas. Chocolatier classique, ils ont, mais il faut avoir du métier, il faut racheter un fonds de commerce. Bon, là, moi, il n'y avait pas la case. Donc le seul moyen, c'était de dire, voilà, j'arrive avec des capitaux, qui sont en partie les miens, mais pas que. Et il y a d'autres gens qui me font confiance. Tous mes actionnaires aujourd'hui sont des dirigeants, donc qui ont été à la fois touchés par la dimension sociale du projet, la dimension qualitative autour du produit, et l'envie de se dire, bah, voilà, qui étaient des gens de plus ou moins de mon réseau, on veut le suivre, il a la foi pour porter ce projet, donc bah, on n'a peut-être pas, nous, le temps matériel, l'ambition ou l'envie de se lancer dans un projet comme ça, mais on peut contribuer avec un peu d'argent et beaucoup de neurones quand il y en aura besoin pour amener des compétences complémentaires. Donc ça, c'est vraiment la richesse du projet, c'est Ouais. d'avoir su t'entourer. Euh, Petite question presque un peu générale, mais c'est quoi les trois mots qui pour toi définissent ce qu'est un bon entrepreneur aujourd'hui en France? Pour moi, ça passe par le réseau, Ouais, s'entourer. Donc encore une fois, ouais. voilà, on peut pas aujourd'hui entreprendre sans, enfin, solo entrepreneur si on a une expertise, ok, mais si on veut créer une entreprise, et pour moi la définition d'une entreprise, c'est quelque chose qui doit devenir plus grand que soi. Donc ça, c'est fondamental. Et si on y va seul, bah, on ne pourra pas faire quelque chose qui est plus grand que soi-même. Enfin, ça marche pas. En tout cas, moi, j'y crois pas. Donc pour réussir quand on est entrepreneur, c'est le réseau, donc c'est se faire entourer, accompagner. C'est bah, la conviction de son projet. Ça, faut en être Faut être le convaincu, premier déterminé. avocat commercial. Voilà, oui, on est l'ambassadeur de son Ouais, projet. D'ailleurs, c'est presque peut-être même le premier critère, parce que sinon on n'embarque pas son réseau dans un projet de cette c'est nature. Donc vrai. c'est la conviction, et je dirais in fine, je pense que c'est l'humilité à garder longtemps. C'est quoi pour toi l'humilité? Comment est-ce que tu définis ça? Parce que tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tu entends toi par ça? Moi, dans ce que je mets dans humilité, et on pourrait, si j'avais le droit à un quatrième mot, j'aurais mis exemplarité, c'est de se dire qu'à un moment donné, bah, on n'est pas le patron, on n'est pas le boss, on n'est pas celui qui donne des ordres, on est celui qui porte le projet, mais dans ma définition, quand on porte le projet, c'est qu'on l'a sur ses épaules, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on marche avec les autres. Oui, on a autorité, oui, on a vocation à prendre des décisions tous les jours, mais on le porte avec l'équipe, avec ses associés, avec ses clients. Et si on n'est pas dans le avec, si on n'est pas dans le ensemble, moi j'ai vu des entrepreneurs avoir un super projet et se dire que leur produit ou leur projet ou leur service était le meilleur du monde et qui parlent aux clients comme si les clients n'avaient pas le choix que de travailler avec lui. Or, les entreprises vivent sans les projets avant qu'ils existent. Donc c'est vraiment cette notion d'un ensemble qui est fondamentale quand on est entrepreneur, et l'humilité de dire, ok, bah, je vais me planter, je me suis planté, j'ai besoin d'aide. Sur les copains de Bastien, tu t'es Ah oui, j'ai planté? fait des erreurs, bien sûr. Déjà, j'ai sous-estimé le niveau d'investissement, j'ai sous-estimé la charge de travail que ça impactait. Voilà, j'ai voulu aller trop vite sur certains sujets. Alors, c'est pas grave dans le sens où on s'en sort, mais ça coûte. Ça coûte en énergie, ça coûte en temps, ça coûte en sacrifice. Euh, Est-ce que tu aurais fait autrement si tu l'avais su? Est-ce que tu étais en capacité à ce moment-là, ce vu qui que est tu étais à certain, fond dans le projet, est-ce que tu étais en capacité d'écouter? Il fallait que tu y ailles, c'est la plus grande peut-être. difficulté. Ouais, Et c'est là où, dans l'humilité, dans le fait de se faire entourer, c'est important, c'est d'entendre les petites voix qui vous disent attention, fais pas ci, fais pas ça, va pas. Donc ça veut pas dire que les autres ont raison. Ça veut juste dire que quand il y a des drapeaux qui se lèvent, il faut juste faire une micro-pause et se dire quel est l'intérêt des personnes qui vous lèvent le drapeau. Si leur intérêt il est nul pour eux-mêmes, c'est qu'il y a certainement une part de vérité dans l'histoire. Il peut y avoir un sentiment de protection, parce que j'ai des proches dans les gens qui m'accompagnent, donc de dire, oula,
On voit que tu t'investis beaucoup, fais attention à toi, etc. Faut l'entendre. Ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Mais voilà, donc Ce qui caractérise quand même beaucoup ton personnage, c'est une détermination, j'aurais dit un peu bulldozer, hein, mais quand tu as quelque chose en tête, tu l'as pas ailleurs. ouais, parce que de toute façon, si c'est un parcours, enfin, c'est une vraie difficulté quand même. Surtout que bon, la période qu'on a traversée et qu'on traverse, c'est quand même pas simple. Je connais pas d'entrepreneurs aujourd'hui qui déroulent facilement, à part peut-être quelques youtubeurs qui sont capables aujourd'hui de poster depuis Dubaï pour faire des vidéos et des millions de vues, mais ils sont peut-être trois sur la planète Et puis, et 150 ouais, 000 à en rêver. et Donc, c'est pas pérenne, et, pas toujours en tous les et cas. voilà, et puis de toute façon, voilà, entreprendre, il y a quand même quelque chose d'engageant. Si on est prêt à arrêter au bout de 6 mois parce que les chiffres sont pas là, c'est qu'il faut pas y aller en fait. C'est quoi un entrepreneur est-ce que c'est facile d'être un entrepreneur en France aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais? Euh, Faut, je pense qu'il faut que ce soit ancré en soi. Parce que je dirais que c'est un peu comme un sportif, tout le monde peut faire un jogging, tout le monde peut sortir courir 20 minutes. Devenir sportif professionnel, je parlerai même pas du haut niveau, mais voilà, s'astreindre à un certain nombre de contraintes, combattre, faire discipline. face à la discipline, faire face aux blessures quand on est dans le sport, faire face aux déceptions quand on est dans l'entreprise, encaisser les réactions, les problèmes. Donc il faut de la détermination et je pense qu'on ne s'improvise pas entrepreneur. Ou en tout cas, on essaye et puis on se rend compte que c'est pas fait pour soi. Enfin, on T'as devient, on toujours devient été pas entrepreneur, on toi? devient pas marathonien parce qu'on se dit qu'il faut se mettre à courir. On peut courir un 10 km si on s'entraîne, mais on ne devient pas marathonien. Donc, non, oui, j'ai quasiment toujours été entrepreneur. Je pense qu'en tout, j'ai dû cumuler 3 ou 4 ans de fiche de paye d'une entreprise dans laquelle j'étais pas associé, en 23 ans d'activité. Et je dirais que ce qui m'anime dans l'entrepreneuriat, c'est une forme de liberté. C'est alors c'est une liberté qui coûte, hein, parce qu'elle est toujours en prise de difficultés. De doute? J'ai un de mes amis associés qui me dit être entrepreneur, c'est gérer au quotidien les problèmes et faire en sorte qu'il n'y en ait pas à la fin de la journée, qu'il n'y en ait plus à la fin de la journée. Donc une grosse partie du job, c'est faire en sorte de résoudre tous les problèmes qui arrivent dans la journée. Ça, c'est le nez dans le guidon, hein, ça. C'est le nez dans le guidon, c'est la réalité surtout au démarrage. Et je pense que même quand on est patron du CAC 40, les journées doivent quand même pas être faciles et les problèmes sont un peu plus gros à gérer, même s'il y a des ressources, qu'elles soient financières ou humaines, quoi. Mais, euh, mais entreprendre, moi je crois que ce qui m'anime le plus, ça a toujours été ce côté de ne pas avoir de limite dans la réalisation d'un projet. Quand on est salarié, on a une hiérarchie, quand bien même on est chef de projet ou qu'on peut être patron d'une BU, on va être limité par la stratégie de l'entreprise, par les moyens de l'entreprise, qu'on ne pourra pas toujours contrôler. Quand on est entrepreneur, bah, j'ai envie de dire, sky is the limit. Et puis voilà, donc c'est pas de tout repos. Mais aujourd'hui, je me dis que mon projet, l'ambition, on la met dans un temps donné, parce que sinon on ne construit pas un chemin. Mais en vrai, dans 5, 10, 15 ou 20 ans, si l'entreprise existe, je ne peux pas dire aujourd'hui où elle en sera. Mais l'intérêt pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de limite au développement Au d'une entreprise. développement. Ce côté solidaire, le fait d'aider des personnes en difficulté, euh, je vais te poser une ou deux questions peut-être un peu provocatrices. Est-ce que c'était ta lubie du moment? Est-ce que c'est vraiment une conviction qui a grandi au fur et à mesure? Ou est-ce que tu as toujours eu ça, cette envie? Si on veut être honnête. Si on veut être honnête, mes parents étaient commerçants, donc je suis né dans un environnement où la première valeur de vie, c'est le travail. Euh, et dans un commerce qui était un commerce de bouche déjà, puisque c'était de la boucherie. Donc à la valeur travail, on y met la valeur effort. Et difficulté, c'est pas je fais mes 8 heures et Donc je passe à la caisse. le travail émancipateur, en fait. Oui, et puis un travail engageant, physique, dur quand même. Donc ça se mérite, hein, quelque chose qui va avec ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment mon ancrage au départ. Et j'ai perdu la question.
Est-ce que pour Ah oui, toi, et donc voilà. cet Donc engagement solidaire, c'est une lubie, Et c'est... donc en fait, avec cette valeur travail, j'ai jamais compris quand je voyais des gens à la rue, je me disais, mais pourquoi ils en sont là? Et alors quand on voit une personne de 50, 60 ans en mauvaise santé ou porteur de handicap, on prend bien conscience qu'à un moment donné, c'est compliqué. Mais quand je voyais des jeunes, je me disais, mais pourquoi? Et pourquoi ils en sont dans cette situation-là? Comment on pourrait les aider? Parce qu'il y avait quelque chose j'ai un naturel très empathique. Donc émotionnellement, ça me touchait de me dire, mais pourquoi quelqu'un qui a 30 ans, qui fait la manche dans le métro en donnant la météo ou les unes du journal pour gagner 3 francs 6 sous, pourrait pas faire autre chose? Enfin, ça me paraissait compliqué, je comprenais pas, et en même temps, ça me touchait. Et Mais pour... c'était pas mon univers, donc j'étais Ouais. incapable d'aller. J'ai jamais été avant ce projet-là au contact de quelqu'un à la rue pour aider, pour parler, pour comprendre. C'était trop loin de moi et je savais pas comment faire. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé ce projet, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché d'une association pour comprendre en fait le cheminement. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à la rue? Comment on peut aider? Comment il faut se comporter? On a envie des fois d'être empathique, sympathique. Mais les gens ont plutôt besoin des fois d'énergie, ont besoin de sourire, ont besoin qu'on les considère comme tout le monde, et pas justement qu'on vienne en pitié. Hmm. Et je dirais qu'aujourd'hui, Donc c'est si pas de la des gens... pitié, Non, quoi. faut pas que ce soit de la pitié, faut que ce soit l'envie sincère d'aider, presque quelque chose de fraternel, d'humain à humain, et pas un sentiment de pitié, parce que c'est pas, on fait pas grandir les gens parce qu'on a pitié d'eux. On leur vient pas en aide par pitié. Donc, euh, Donc non, c'est vraiment ce côté où, déjà, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça peut arriver à tout le monde, parce que j'ai croisé des gens avec des parcours de vie exceptionnels qui finissent à la rue, dans un temps très court. Donc être à la rue, c'est pas synonyme d'être débile, c'est pas synonyme d'être marginal, c'est pas toujours synonyme d'être mauvais euh, ou associable. Ça peut arriver à tout à chacun. Des accidents de vie, Des accidents de vie et des choses simples comme un divorce qui se passe mal, une séparation, voilà, perte d'un perte emploi, d'un emploi. Enfin, généralement, ça se combine un peu tout ça, hein. ouais. C'est un peu La descente aux enfers, c'est comme la il le descente aux décrit, ouais. enfers et ça va, notamment une personne que je continue à côtoyer qui fait la Manche à côté de chez moi. Et voilà, à force de discuter avec lui, de comprendre un peu son parcours de vie, c'est quelqu'un qui était quand même DSI d'un grand groupe du CAC 40, Oh. qui aujourd'hui, voilà, il a passé, on est à Donc sa 10e année à la rue, quoi. DSI, Donc, voilà, directeur informatique d'un grand groupe dans les années 95-2000, donc à la belle époque. donc tu comprends encore mieux parce que c'était ton métier d'origine. Voilà, et donc je me dis, voilà, à l'époque, on parlait pas de burn-out, mais il y avait un peu de ça. Le burn-out ayant entraîné une difficulté avec sa compagne, beaucoup de travail, donc peu de relations avec ses enfants, et en 3-4 mois, il finit à la rue. Donc avec un patrimoine, ce qui fait qu'au début, il peut aller à l'hôtel, etc. Puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et je pense que dans les années 2000, on soignait moins bien, ou on considérait moins bien, par exemple, un burn-out qu'aujourd'hui. Donc quasiment aucune infrastructure pour l'accompagner. parce qu'on a l'impression, alors peut-être tu vas me contredire, mais on a l'impression dans notre pays que on a déjà une énorme solidarité, puisqu'on a des budgets assez colossaux qui sont dédiés à ça, qu'on aide beaucoup les gens en difficulté quand on a le chômage, quand on a des maladies. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, ou est-ce qu'on s'en occupe, mais le phénomène est trop large? Qu'est-ce qui fait qu'on a encore des gens dans la rue? Alors, moi, des discussions que j'ai pu avoir aussi bien avec les associations, les bénévoles et les gens qui sont à la rue, aujourd'hui en France, on meurt plus de faim à la rue. On peut mourir de froid, mais c'est plus une complication liée à un état de santé qui s'est dégradé dans les périodes de grand froid. Mais il existe effectivement un certain nombre de structures d'hébergement discutables dans leur accueil, qualité, etc. Mais c'est pas, je suis très très mal placé pour en juger. En tout cas, c'est les retours. Mais il existe énormément de choses et ça, c'est tant mieux. Par contre, ce qui fait qu'on reste à la rue, c'est la rupture du lien social. Hmm. C'est l'estime de soi qu'on perd, c'est le fait d'avoir honte d'aller vers les gens, c'est le phénomène certainement de dépression, de burn-out, tout ce qui s'accompagne de ces moments-là, de se dire en fait je suis perdu, qui va m'aider, comment? Alors oui, il existe encore une fois des assistantes sociales,
les organisations, mais encore faut-il faire le premier pas, encore faut-il aller au-devant, encore faut-il accepter d'avoir besoin d'aide. Euh, et en fait, moi, dans ce projet, le vecteur, c'était de dire, voilà, le travail, la valeur travail, est fondamentalement une valeur qui est liée T'y au crois? social. Non, mais au social. Ah oui, C'est-à-dire qu'on ne travaille pas seul. Donc on travaille en oui. équipe. Ah, ça recrée le lien Ça social qui recrée est le lien perdu. social. En fait, c'est ça. D'accord. C'est que moi, je voulais pas, dans cette réflexion, il y avait plusieurs axes possibles pour lancer un projet comme ça. Je n'ai jamais géré d'association, ni même faire partie d'une association, donc je me voyais pas aller collecter des fonds pour X ou Y. La seule chose que je me suis dit, c'est que ce qui tient debout, ce qui peut rendre fier, c'est le travail. Quand on travaille, on est en équipe. Quand on est en équipe, on crée des liens. On est fier de ce qu'on produit, de ce qu'on fait. Et c'était vraiment aussi les vecteurs principaux du projet. C'est il faut trouver un métier qui puisse rendre les gens fiers de ce qu'ils font et qui leur permette de ne plus se sentir en mode travail, mais prendre plaisir à ce qu'ils font 8 heures par jour. Recréer une sorte de famille. Ça Est-ce que commence c'est par là. exagéré comme terme? Peut-être que famille, c'est beaucoup parce que tout le monde y met des valeurs différentes dans les relations de Mhm. famille, mais en tout cas, créer un, un entourage, un cadre, du Ça. lien, Mhm. être attendu, attendre les autres, j'ai envie de dire aussi bien sur le lieu de travail que dans le résultat de son travail. Tu aurais pu tout à fait, hein, j'imagine, ton parcours, tu aurais pu te dire, tiens, je vais monter ma structure à moi pour être décisionnaire, là où je sais faire mon métier, fabriquer de l'argent et donner une partie de cet argent aux associations donc, qui gèrent Mm. ça. Pourquoi est-ce que tu décides de toi-même t'impliquer personnellement dans l'accompagnement de ces personnes en difficulté, en exclusion? C'est quoi l'idée? C'est Bah, je pense que le point de départ, c'est le fait que la question vienne de mon fils. ah oui, ça t'a. Ça, c'est un ancrage fort de se dire, voilà, je pense que ça fait 15 ans que je me cherchais un projet, que je rêvais d'avoir l'idée de quelque chose, puisque finalement, tout ce que j'ai fait, quand bien même j'étais entrepreneur, j'ai été je dirais, dans un élan de ma formation. Euh, oui, j'ai fait des belles rencontres, ça m'a permis de construire tout mon parcours, de trouver des associés, de faire grandir une entreprise, mais je me suis toujours senti un peu suiveur de, de, de ce qui se passait. D'accord. Et là, j'avais envie T'étais pas aux d'être, manettes. voilà, j'avais envie d'être acteur. Enfin, en tout cas, cette idée-là m'a donné ce sentiment d'être acteur, voilà, d'arriver sur un sujet où il n'y avait pas grand-chose et de pouvoir vraiment potentiellement être fier de ma réalisation et de pas simplement prendre l'aspiration derrière un projet, de faire comme le copain et différemment, quoi. Je voulais pas la copie améliorée, je voulais quelque chose qui soit propre à moi. Qu'est-ce qui sont pour toi les trois valeurs importantes pour bien travailler à tes côtés? Pour ton entourage professionnel, même personnel, on peut dire. C'est quoi? J'ai entendu le mot liberté tout à l'heure. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Quelles sont les trois valeurs importantes en tant que dirigeant pour travailler avec toi? L'engagement, parce que le rythme est tel qu'il faut, bah voilà, faut être convaincu, faut être engagé, faut vraiment y aller. Il y a une dimension de plaisir, parce que c'est tellement dur tous les jours que si on n'arrive pas à y trouver une forme de plaisir, c'est insoutenable. Euh, Oui, c'est et je pas dans le dirais, je sais pas si sacrifice, c'est quoi. vraiment une valeur, mais je crois qu'il faut une bonne cote-part de folie. Donc ça veut dire il faut se dire qu'on peut se tromper et qu'il faut être assez fou pour y croire et pas s'arrêter à ce qui rationnellement n'est pas juste, quoi. C'est quoi ton grain de folie à toi? Parle-nous du Stéphane complètement La folie, fou furieux. c'est d'avoir continué avec toutes ces épreuves. C'est de se dire qu'à un moment donné, tous les indicateurs, il y a eu plusieurs périodes et un certain nombre de périodes où les indicateurs disaient sur le papier, techniquement et mathématiquement, il est urgent d'arrêter. Et la Et folie, c'est de se dire, c'est non, j'arrêterai ouais. pas. Donc la folie, c'est ton entêtement. Ouais, Ouais. Parce que le projet est plus grand que toi. parce que le projet, voilà, moi, mon premier objectif, ma première vocation, c'est dès que le projet va me dépasser. C'est quand la machine va s'emballer et que je vais dire, il faut que je donne les clés
parce que par exemple j'ai atteint mon plafond de verre, parce que par exemple voilà, j'ai besoin que ça aille plus vite et plus grand encore et que je ne sais pas faire seul. Donc c'est un projet, je ne me suis pas donné de durée, mais dans les deux sens. Ça veut dire que dès que je sentirai que le projet pourra aller plus vite si je n'y suis plus, alors Faut bien gérer son ego, hein, quand même. ma réussite sera de le confier à quelqu'un. Et j'aurais réussi ce projet si dans 20 ans ça existe encore, si dans 20 ans c'est reconnu comme la marque solidaire et engagée de chocolat numéro 1 en France ou en Europe, soyons fous. Voilà, on est là où je pense que je ne me suis pas trompé, et pourtant c'est pas faute de douter d'un certain nombre de choses, c'est qu'on est sur un produit, un projet, une histoire d'entreprise qui n'a pas de limite, qui ne sera pas disrupté tout de suite. Et quand bien même le jour où ce projet n'a plus de sens parce qu'il n'y a plus personne à aider, alors on aura vraiment réussi notre mission. D'accord. Mais ça, je pense que ça fait quelques années que certains y espèrent et on n'y est pas encore. Mais donc voilà, aussi bien on est sur un produit food que tout le monde aime, on est sur un produit qualitatif et haut de gamme qui nous Ah oui, positionne. ça c'est important de le préciser parce que c'est pas une. D'abord, tu n'es pas qu'une chocolaterie, tu es une manufacture, donc tu vas nous Mm. expliquer la différence. Et puis surtout, pour avoir testé et goûté, on n'est pas sur du petit chocolat de supermarché, pardon pour les supermarchés, mais c'est-à-dire qu'on est vraiment Mm. dans une sélection rigoureuse de ta part, des grains différents, les provenances qui sont spécifiées sur les tablettes, enfin, on est En vraiment fait, sur un beau sur le produit, quoi. lancement du projet, toujours pareil, j'en reviens parce que c'est les fondamentaux qui font de ce qu'on s'écarte pas d'ailleurs, hein, et quand bien même le chant des sirènes pourrait nous amener à faire autre chose. Euh, la clé, la vocation, c'était un produit qualitatif haut de gamme. Pas forcément dans le luxe, le Mhm. luxe étant pour moi l'ostentatoire, mais d'être voilà, sur du haut de gamme. Pourquoi? Il y a deux raisons. Il y a une raison, je dirais, éthique qui consiste à dire que on est là pour redonner confiance aux gens, pour montrer que leur travail est important. Et je pense qu'on est beaucoup plus fier de ce que l'on fait quand on est sur un produit haut de gamme que quand on est sur du bas de gamme. Mhm. Et la deuxième chose, c'est qu'on va pas se mentir, on dégage plus de marge sur des produits haut de gamme à très forte valeur ajoutée que sur des synergies de volume et d'industrie. Et donc, il faut que tu finances ton projet. Et donc il faut que je finance le projet, parce qu'encore une fois, il n'est pas question que ce projet ne vive que par des financements externes. Mon cheval de bataille, c'est de montrer que le projet, une fois qu'il est lancé, qu'il est sur les rails, est autosuffisant et peut croître de lui-même. Aujourd'hui, tu bénéficies de subventions de l'État? Pas encore. C'est un souhait? En fait, on a eu les deux passages. Quand j'ai lancé, j'ai découvert ce que c'était que l'entreprise d'insertion, qui permettait d'avoir un modèle qui subventionnait la masse salariale. Donc je me suis dit, c'est exactement ce qu'il nous faut. En plus, il y avait un cadre d'accompagnement, de process, etc. Et ce qui m'a chagriné sur le départ, c'est que j'ai regardé ça avec mon prisme allez, on va dire, on va l'avouer, de 4 sup, qui consistait finalement à offrir à ses collaborateurs des contrats à durée déterminée d'insertion. En gros, ça voulait dire que je prenais des gens qui n'avaient pas de travail et je leur donnais un contrat précaire. C'était mon analyse Parce qu'il n'y a que des du contrats modèle. précaires dans Parce que l'insertion? pour être financé, il faut que les Ah, contrats, c'est ce qu'on appelle des CDDI, donc des contrats à durée déterminée d'insertion, de 6 mois renouvelables 4 fois. Et après, en principe, on est soit plus subventionné, soit en tout cas la personne ne doit plus faire partie de c'est un l'entreprise. non-sens. L'idée du Ah, dispositif derrière, c'est d'être tremplin, de ne pas inscrire les gens certainement dans quelque chose puis de limiter peut-être aussi la dépense publique, histoire qu'on n'ait pas à financer du 70% d'une masse salariale ou 50% d'une masse salariale ad vitam. Donc, pour moi, dans ma tête, offrir un contrat précaire à quelqu'un qu'on essayait de sortir de la précarité me semblait être une utopie. Donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais me passer des subventions, moi je vais les prendre en CDI. Et donc CDI, le I de indéterminé voulant dire quand il arrivera le temps, on se séparera pour que justement les gens puissent rebondir. Mais le temps n'est pas figé, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, 2 ans. Donc on donnera le temps aux personnes qu'elles ont besoin pour cette émancipation. Aujourd'hui, donc on a fait ça pendant 2 ans et demi avec toutes les difficultés que ça peut occasionner dans la gestion financière d'une entreprise comme toute entreprise. Aujourd'hui, j'y reviens parce que en fait, avec ce parti pris, ça m'a limité dans ma capacité à recruter. Et donc là où j'avais pour ambition d'embarquer 5-10 personnes à 3 ans, on n'y est pas.
parce qu'économiquement, c'est trop compliqué d'atteindre cet objectif. Donc, on compense en tout cas moi, par une suractivité, par beaucoup d'efforts dans le collectif, des équipes, etc. Mais du coup, ça me freine sur le lancement, sur les fondamentaux même du projet. Et donc là, on est en processus de passer entreprise d'insertion et entreprise à mission. Entreprise à mission qui n'apporte rien si ce n'est un label et une reconnaissance, mais pas d'impact financier direct. Là où l'entreprise d'insertion est un véritable engagement, puisque c'est un espèce de contrat qu'on passe avec l'État, sur qui peut amener des contrôles, sur lequel nous on porte des engagements de volume, de temps, de formation, etc. Et en fait, je vais y passer non pas pour me dire que ça va me retirer une partie de ma masse salariale et donc améliorer mon résultat net, mais parce qu'à budget comparable, je vais pouvoir prendre 4 personnes là où j'en prends une. Ah oui. Et donc finalement, maximiser aussi la mission. Parce que dans les difficultés qu'on a rencontrées aussi, à un moment donné, j'ai une personne qui était réellement à la rue, qui est rentrée à la boutique, qui nous a dit: j'ai entendu parler de votre projet par une assistante sociale, donc je veux venir travailler. Et donc j'y suis allé, on a mis 4-5 mois à se mettre à organiser, on lui a trouvé un logement, etc. Et il a fait 2 jours et il a disparu des radars, on n'a jamais eu de nouvelles, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Et du coup, la frustration, c'est de me dire, j'ai dit depuis le départ qu'il faut se faire accompagner, là j'y étais tout seul et j'ai foiré. Donc ça veut dire que c'est pas 100% de réussite non plus dans l'insertion, et ça, faut l'accepter. Tu ne C'est peux dur. pas aider tout le monde. Tu peux pas aider tout le monde, et si tu prends 4 personnes, tu peux pas être certain que les 4, tu les remettras sur tu les remettras sur les rails de façon durable. Et donc, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est... Non, peut-être, non, parfois. Comment ? C'est pas frustrant un peu parfois? C'est frustrant, mais bon, c'est pas la seule frustration de l'entrepreneuriat. Mais c'est frustrant, oui, déjà parce que j'ai un peu de mal avec l'échec, mais ça, c'est un autre sujet. Mais il faut l'accepter, sinon il faut pas y aller. Parce que, en tout cas, c'est ce que les dirigeants d'associations m'ont dit. On ne peut déjà effectivement pas aider tout le monde, mais ça, voilà. On ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés, qui ne sont pas prêts à être aidés à un instant T. Et quand bien même les gens ont réuni tous ces critères, il y a des fois, on n'est pas des médecins, on est là pour compenser quelque chose, mais on n'est pas là pour gérer leur vie. Et donc, il peut arriver aussi des choses en dehors de la sphère travail, qui fait que les gens replongent, qui fait que les gens rencontrent d'autres difficultés. T'es pas assistante sociale quelque part? Non, nous, on est là pour leur offrir un travail sans critère de recrutement, si ce n'est la motivation. Et on est là pour leur apporter un savoir-faire et les aider à développer un savoir-faire et recréer du lien social dans l'entreprise. On n'est pas là pour s'occuper de ce qu'ils font le soir. On n'est pas là pour leur dire comment ils doivent se comporter dans la vie. C'est pas notre travail à nous. Par contre, on a besoin d'avoir des tiers, que sont notamment aujourd'hui l'association Entourage avec laquelle on travaille beaucoup, qui a mis en place un système de mentorat autour de chaque personne qui est accompagnée, pour avoir cette personne tiers pour échanger sur les difficultés. Parce que ce que nous, on va percevoir dans une journée de travail n'est pas forcément identique au ressenti de la personne. Et c'est très compliqué quand on prend un travail comme ça, d'aller dire à son chef, ce que tu m'as dit aujourd'hui, ça m'a pas plu. Par contre, on peut le dire à son mentor ou à son parrain, tout dépend comment on veut l'appeler, qui lui dira, on se fait un point une fois par semaine, une fois par mois, surtout au début, c'est assez proche, pour se dire, alors dans telle et telle situation, il m'a remonté que là, c'était... Voilà, il l'a pas bien pris, alors il comprend des choses, mais voilà, comment est-ce qu'on peut faire Donc, et faut surtout ajuster lever en les doutes. permanence. Déjà, il faut ajuster en permanence, et c'est difficile d'ajuster en one-to-one, donc d'avoir ce tiers d'intermédiaire qui peut permettre de temporiser des deux côtés et d'apporter une information complémentaire à la situation. Donc y aller seul, et donc partir dans ce modèle d'entreprise d'insertion, c'est aussi se faire accompagner par ce qu'on appelle un CIP, donc un conseiller en insertion professionnelle, qui est donc une personne qui fait partie du dispositif, à temps plein ou à temps partiel, pour, dans une entreprise, on dirait faire le RH de ces personnes-là, mais sur des enjeux plus sociaux, plus de l'ordre, est-ce que tout va bien, est-ce que au niveau du logement, il n'y a pas de soucis, est-ce qu'au niveau de la vie personnelle, s'il y a eu des tensions, pour aider, finalement, c'est vraiment un trinôme entre l'employeur, l'employé et une personne tiers dont c'est le métier d'accompagner. Représentant l'État, d'une certaine manière, en tous les cas, l'aide.
C'est plus le psycho et le social. D'accord. C'est pas une personne qui est là pour vérifier qu'on n'est pas en train de pomper des budgets. C'est plutôt une personne qui est vraiment là pour aider la mayonnaise à prendre. Alors là, effectivement, tu nous as parlé, et c'est intéressant qu'on comprenne ces mécanismes d'aide, parce que c'est vrai que c'est un peu obscur pour nous qui n'avons pas forcément mis le nez dedans. Mm. Et heureusement, quelque part, qu'on n'a pas eu à faire ça pour l'instant, pour notre propre compte. Mais en dehors d'être une entreprise qui aide les gens à se réinsérer dans la société, tu as voulu vraiment que ce soit une entreprise qui donne du plaisir, certes aux salariés, mais aussi à ceux qui vont acheter les Mm. chocolats. Donc la qualité est vraiment au rendez-vous. Alors explique-nous quelle est la différence entre un chocolatier et un manufacturier en chocolat. C'est quoi l'idée? Alors le métier de chocolatier commence aux produits chocolat qu'on va acheter chez des fournisseurs de différentes tailles, Ouais. avec différents niveaux de qualité, mais on part de ce qu'on appelle en général une pistole, donc une petite bille de chocolat qu'on va D'accord. fondre et qu'on va travailler, au même titre que le boulanger ne fait pas sa farine, il achète de la farine pour faire son pain. D'accord, donc c'est la Nous, matière première du chocolatier. voilà, nous on est ce qu'on a quand on s'appelle aujourd'hui manufacture, c'est qu'on part de la fève de cacao, donc on source nos fèves de cacao dans différents pays et on va donc on sélectionne les fèves déjà en premier lieu avec différents critères, mais je vais y revenir. Et nous, donc, on torréfie la fève, on la concasse, on la travaille et on affine notre chocolat. L'intérêt, c'est quoi? C'est de maîtriser et de contrôler la qualité de bout en bout. La filière. Mais surtout, voilà, c'est d'être certain, finalement, de la filière, de l'origine, de la traçabilité des produits. Parce que le cacao, aujourd'hui, reste une matière première qui exploite pas mal de gens dans des conditions de travail qui ne sont pas toujours glorieuses. Oui, parce que si c'est pour aider à Paris des Voilà. SDF et puis tu en Exploiter des crées petits d'autres, Africains en voilà, Côte d'Ivoire, c'est pas le but du jeu. voilà, Donc tu as pensé à cette histoire-là, c'est d'être voilà, cohérent jusqu'au bout. c'est d'être cohérent jusqu'au bout. Ouais. Alors, il y a de plus en plus de chocolatiers et même de ce qu'on appelle couverturiers, donc de ceux qui fabriquent le chocolat, qui se préoccupent des filières en amont. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais. Et donc, un certain nombre de chocolatiers de notoriété publique voilà, font ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, un sourcing éthique. Donc, font quand même en sorte de choisir des fournisseurs de chocolat qui, ont eux-mêmes des valeurs, des qualités de sourcing, etc. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Et puis le chocolatier avec lequel je me suis lancé m'a vraiment initié sur ces sujets-là, sur ces enjeux de traçabilité et de qualité. Et donc, on voulait vraiment être irréprochable sur toute la filière. C'est aussi pour ça, par exemple, que la manufacture, donc on a eu 2 adresses, maintenant on a déménagé, mais a toujours été visible des clients, puisque depuis le départ, l'idée c'est un projet en transparence. Donc ça veut dire que les machines qui fabriquent le chocolat ouais, sont à la vue de tout le monde. exactement. Et c'est surtout que les opérateurs soient à la vue de tout le monde. Et mon plus gros pari, c'est que quand on rentre dans la manufacture, on ne soit pas capable de dire qui est le chocolatier formé, expérimenté, parce qu'on a quand même dans les équipes des gens dont c'est le métier depuis toujours pour former et accompagner les personnes d'insertion. Voilà, c'est un vrai métier, il ne faut pas se mentir. Ouais. Donc, faut des sachants-faire. Et mon enjeu, c'est que quand on rentre dans le labo, s'il n'y a pas d'étiquette, on ne soit pas capable de faire la différence entre celui qui sait faire depuis 10 ans et celui qui est là depuis 6 mois. Parce qu'en fait, c'est ça l'insertion, c'est que la réalité des choses, c'est que ce n'est pas visible et que ce n'est pas écrit sur son front et qu'une personne qui est en parcours d'insertion, c'est des gens comme toi et moi qui, à un moment donné, ont eu un pépin de vie. Donc là, il y a une vraie idée de les rendre fiers de ce qu'ils font. Et de les mettre au même pied d'égalité que tout le monde, que tous les collaborateurs. Il n'y a pas les uns et les autres. Il y a l'équipe, tout le monde tourne sur toutes les tâches. C'est à la fois pour un apprentissage, mais parce qu'il n'y a pas de sous-fonction, il n'y a pas de sous-process, il n'y a pas de... On adapte, je dirais, les tâches qu'on donne aux personnes en fonction de leur montée en compétences, de leurs apprentissages, de leur facilité ou de leurs difficultés. Mais en gros, c'est pas eux, enfin c'est pas les personnes d'insertion qui font que la plonge. La plonge, le chef chocolatier fait la plonge. Le chef chocolatier peut être amené à emballer des tablettes et à faire du packaging, au même titre que la personne d'insertion peut être amenée à faire le moulage des tablettes. Donc il n'y a pas de tout le monde, c'est une équipe. Et il n'y a que les gens en interne qui savent quel est le parcours de chacun, mais les gens qui viendraient en externe ne peuvent pas faire la différence. Et c'est ça le pari aussi. Et c'est aussi ça qu'on propose aujourd'hui. La plus grosse partie de notre activité sont les entreprises. Alors justement, on va y revenir là, dans quelques instants, mais
Dis-nous, c'est où cet endroit? Parce qu'il faut absolument qu'on vienne te prendre du chocolat, au Voilà, moins sur les bons moments comme Noël ou exactement. Pâques, etc. C'est à quel endroit? Donc aujourd'hui, on est au 56 rue Vanneau, dans le D'accord. 7e, Pas très loin du Bon Marché. juste derrière le Bon Marché, Eh oui. Quelle donc adresse? voilà, entre la rue de Sèvres et la rue Babylone. C'est presque même un pied de nez de dire qu'on a monté une manufacture dans le 7e arrondissement à dimension sociale. Je pense que là, Parce que c'est pas l'arrondissement qui est réputé pour sa politique sociale. non plus, et c'est pas l'arrondissement le moins cher de Paris. Et comme je dis depuis le départ, ce projet est une conjugaison des paradoxes. C'est ça qui me plaît aussi. Donc voilà, finalement, on fait une manufacture dans un endroit qui est Paris, qui ne s'y prête pas à la base, pour des raisons économiques et même logistiques. Finalement, maintenant, on est dans un des arrondissements les plus chers de Paris. Tout ça autour d'un projet qui est social. Donc là, évidemment, si vous avez envie de tester ces chocolats, je crois que tu Mm. fais aussi des pots de pain, Voilà, deux, on a trois. développé l'activité en arrivant Bien dans ce sûr. lieu. Et donc, n'hésitez pas, rue Vanneau à Paris. Mm. Mais ce n'est pas le seul moyen pour aider ce projet-là, puisque tu as également Mm. une activité, qu'on disait tout à l'heure, B2B, donc business to business, c'est-à-dire Voilà. avec directement des entreprises comme clients. Explique-nous comment ça fonctionne. Alors, dans le projet de départ, comme je disais tout à l'heure, c'était cet enjeu multicanal. Et venant du monde de l'entreprise et du monde de B2B, je me suis dit, et c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé quand j'étais encore co-dirigeant, l'effet de levier et la force d'une entreprise, elle est démesurément plus importante que ce qu'on peut faire à titre individuel. Quand bien même on gagne très bien sa vie et qu'on dépenserait 5 000 euros par mois de dons dans une association, on ne changera pas le monde. Par contre, une entreprise, si elle met 0,1% ou 0,01% selon les tailles de son chiffre d'affaires ou de son résultat dans des actions sociales, ça pèse tout de suite des centaines, voire des millions d'euros. Et donc je me suis dit, il faut que j'aille chercher les entreprises pour qu'elles aient cet effet de levier sur l'impact du projet. C'est elles qui peuvent drastiquement accélérer ce projet, lui donner de l'envergure et de l'ampleur. Donc, elles font appel à toi pour faire plaisir à leurs salariés en Voilà. premier. Il faut que, voilà. Et C'est-à-dire typiquement, que voilà, c'est des cadeaux d'affaires. voilà, cadeau d'affaires. Mais elles participent, elles ont un levier pour elles-mêmes se valoriser ou en tous les cas Mm. participer à cette solidarité Mm. Vis-à-vis de ces personnes en Exactement. réinsertion. Pour moi, ce n'est pas des clients B2B, c'est des partenaires. Hmm. J'ai des partenaires entreprises qui nous accompagnent, donc qui sont facturés. Donc on est effectivement dans un process purement commercial. Mais leur engagement va au-delà puisqu'on offre aussi la possibilité, par exemple, de personnaliser tous nos produits avec le logo, la marque de l'entreprise. Et 99% Comme des marque clients... blanche, quoi, presque. Alors justement, c'est là où on pourrait se dire qu'on est dans l'ego du dirigeant et que Oui. les entreprises retirent notre logo et mettent que leur marque. Sauf que la dimension du projet et les acteurs avec lesquels on travaille, dans 99% du cas, nous présentent à leurs clients. C'est-à-dire que c'est les copains de Bastien par telle ou telle entreprise. Et étant donné qu'on n'est pas encore une marque de notoriété publique, l'entreprise qui va offrir ça à ses propres clients justifie et explique pourquoi elle a choisi et sélectionné les copains de Bastien. Ouais. Donc c'est là où je parle vraiment d'une démarche partenariale. Et Aucun des éthique. clients m'a dit vous n'avez pas le droit de communiquer sur notre marque parce qu'on est vos clients. Moi je viens d'un monde du B2B où il fallait demander l'autorisation à nos clients de pouvoir s'en servir comme référence. Et donc, du coup, tu as déjà des grosses entreprises qui t'ont Aujourd'hui, fait on confiance? a 14 comptes du CAC 40 Ah oui. avec lesquels on a déjà travaillé. Il y en a plus de 160 sur les 3 années, plus de 160 clients entreprises avec lesquels on travaille régulièrement, notamment sur les cadeaux de fin d'année, les séminaires, les salons. Donc là, il y a vraiment un sujet pour vous qui êtes dirigeant ou qui êtes salarié dans une entreprise et puis qui souhaitez justement que cette action soit menée. On peut vraiment participer à cet effort-là. Et 80, beaucoup, je n'ai pas le pourcentage exact, mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont besoin d'expliquer en quoi les dirigeants s'estiment aussi engagés sur des métiers qui ne sont pas toujours évidents. Imaginez le dirigeant d'un cabinet d'avocats qui a une vingtaine d'avocats experts plus une dizaine de collaborateurs autour et qui veut avoir de l'impact. Il ne va pas pouvoir faire du social dans son métier. On ne va pas aller choisir un cabinet d'avocats parce qu'il a pris des personnes sans compétences. Donc son levier d'action pour ne pas complètement impacter son business model, c'est d'avoir des actions environnantes. Et c'est exactement dans ce modèle-là qu'on s'inscrit. C'est-à-dire qu'on arrive, nous, vis-à-vis de ses partenaires, en leur offrant la possibilité de mettre en valeur
leur valeur, d'être le crédit finalement de leur engagement, tout en leur apportant une solution clé en main, puisque on va dire mon passé de service fait qu'on propose une offre clé en main de la commande de chocolat jusqu'à la livraison chez leurs propres clients finaux. Donc en étant passé par la personnalisation, le suivi, etc. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, vous voulez faire de l'impact, votre business model, votre organisation ne peut pas être complètement déstabilisée par cette volonté-là, sur quelque chose de visible en plus vis-à-vis de vos propres clients, faites-nous travailler et par votre achat, nous, on s'occupe de mettre en place ces modalités, de former les gens et on est votre crédit. Et j'insiste, en plus de tout ça, c'est bon. Parce que ce serait moyennement bon que ce ne serait pas grave. Ce serait déjà une belle action. Mais en plus de ça, vous ne faites pas un effort surhumain pour un truc moyen. Il s'agit vraiment de beaux produits, très pointus pour ceux qui aiment le chocolat noir, pour avoir vu un petit peu ce qui se passait, avec des origines très différentes, des goûts très différents. Donc pour les amateurs pour le coup de gastronomie, on peut se permettre d'aller faire du travail sur des desserts, sur des choses comme ça, avec des associations qui sont très pertinentes. Et puis d'autres produits plus originaux. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, cette aventure-là, c'était un long fleuve tranquille, c'est ça, ces 3-4 dernières années C'est droit de pied en éventail, c'est ça, tranquille. Je reviens de Dubaï. Là, c'est ça, voilà, c'est très bronzé. Non, c'est un vrai parcours du combattant. Ouais. Comme s'il fallait qu'on éprouve ta détermination. On va voir s'il est motivé, le garçon. On va lui mettre des petites épreuves sur le chemin. C'est ça, et on se demande chaque jour, est-ce que c'est... Enfin, moi, c'est mon questionnement, est-ce que c'est la galère de plus pour comprendre qu'il est temps d'arrêter, ou est-ce que c'est la galère de plus pour apprendre à mieux savoir gérer la suivante ? Et pour l'instant, je dirais que tant que les ressources permettent de faire tenir ce projet debout, je considère que chaque difficulté est une opportunité à se développer, à voir les choses autrement et à grandir, et à faire grandir. L'exemple, c'est typiquement de se faire déloger par notre bailleur le mois d'octobre l'année dernière à 1 mois et demi de Noël. Très sympa, ça. Voilà, se faire casser son bail commercial C'est possible, ça. C'est possible, oui. Quand on est un grand groupe, on peut se permettre de faire des choses. Donc on ne citera pas le nom ? On ne citera pas le nom, là, parce que là, je n'ai pas l'autorisation de les nommer, mais voilà, qui ont été capables de nous porter devant un tribunal judiciaire sans même avoir été convoqués en bonne et due forme, alors même que nos loyers étaient en règle, mais qui, par notre non-présence au tribunal, nous ont rendus coupables. Et donc, j'apprends le 15 octobre de l'année dernière que notre bail est rompu. 15 octobre, mais dis-moi, c'est pas juste avant ta grosse période ? Voilà, c'est 1 mois et demi avant de sortir 70% du chiffre d'affaires de l'année. Mais c'est fou, ça. Et de se dire que voilà, notre atelier de production, il est menacé. Du jour au lendemain, ou peut-être modulo un délai de prévenance d'une semaine, on peut être expulsé de notre lieu de prod. Les machines, c'est à peu près 20 tonnes de matériel. Donc, on ne les repositionne pas comme ça où on veut. Tu vois pas une espèce de... Alors, là, ça me vient comme ça, mais... comme une espèce de miroir entre ce que peut vivre un individu qui l'amène justement à être à la rue et ce que tu as vécu dans l'entreprise, comme si tu avais besoin de l'éprouver, encore une fois, à titre personnel. Ok, tu vois bien de quoi ça parle. Exactement. Ouais. Donc, parce que là, c'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur et à ce moment-là, il y a 3 options. Soit on rentre en bataille, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime le conflit. Et puis quand on est David contre Goliath, on gagne pas toujours. L'histoire dit qu'elle a gagné, mais dans la vraie vie, on ne gagne pas toujours. La deuxième solution, c'est de se dire on continue, puis on verra bien ce qui se passe. Et puis si on arrive à passer Noël, je vends tout, je récupère mon argent et puis je me lance dans autre chose. Puis la troisième solution, c'est de se dire encore une fois, pourquoi ça m'arrive maintenant ? Est-ce qu'il y a un sens derrière tout ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles et que c'est un message que j'ai pas compris d'avant et qu'il a fallu mettre un gros coup de pied pour faire réagir ? Et je me dis, est-ce que c'est l'opportunité de pivoter, de trouver autre chose ? Et t'as rebondi. Et on a rebondi. Et avec aujourd'hui, une c'est adresse, sans regret. C'est avec une adresse incroyable quand même. Et c'est ça. Et avec. C'est même mieux. C'est mieux. C'est le cadeau caché là, le fameux. C'est ça. C'est au prix de beaucoup d'efforts, mais in fine, c'est pour un mieux. Plus de visibilité, plus grand, plus fonctionnel, plus. Évidemment, j'ai très envie de te poser des questions un petit peu plus personnelles, sans qu'on s'étale de trop, mais
Alors, deux questions qui me viennent en tête. La première, c'est dans cette histoire-là, dans cette espèce de tourbillon, comment on s'en sort d'un point de vue personnel, ta vie familiale, etc. Et puis toi, en tant qu'être humain, qu'est-ce que tu as déjà mis en place pour développer toutes ces compétences, certes, mais surtout toutes ces aptitudes professionnelles et personnelles? Est-ce que le développement personnel, ça a été quelque chose d'important pour toi? Alors, je dirais l'impact sur la vie de famille, il est assez colossal dans plusieurs registres. C'est-à-dire que au début tout va bien, c'est tout feu tout flamme, on les voit pas trop, mais parce qu'on bosse beaucoup, tout est positif. Je parle du lancement du projet, hein, voilà, tant qu'on est dans la création, dans la mise en place, dans la première année. Donc c'est du manque du temps de famille, mais que tout le monde comprend parce qu'effectivement, c'est le lancement et puis on s'était dit qu'on y partait ensemble, donc voilà. Après, il y a une deuxième phase où commencent à venir certaines difficultés. Donc, on n'est pas plus disponible, mais quand on est disponible, en plus, on fait la gueule ou on est trop préoccupé ou on a quelque chose en tête qui fait que C'est pas forcément agréable à vivre. on n'est pas de bonne compagnie, quoi. Hmm. Et puis vient le troisième temps où le projet prend tellement de place que ça prend des ressources financières, où ça crée des tensions, où ça empêche de partir en vacances, où ça... Voilà, donc C'est je dirais, dur. c'est quand même des choses à anticiper, à prévoir, à se dire Comment on peut qu'il va y avoir prévoir de ça? l'impact. Alors en tout cas, il faut en parler. Ouais. Je le dis même si je le fais pas, mais il faut en parler, il faut être capable d'avoir cette communication. Et ça va rebondir un petit peu sur la deuxième question, c'est que tous les enjeux de développement personnel, en fait, euh, permettent aussi de se faire accompagner. Comme je disais au début, il faut se faire accompagner par des gens, euh, Tu parlais de notamment tes associés. voilà, sur les compétences qu'on n'a pas. Ok, ça Mais on il a faut, compris, voilà, mais mais pas il faut que. aussi, voilà, il faut aussi des oreilles à qui on peut dire quand ça va pas, qui sont pas, les gens sont pas là pour dire t'inquiète pas, ça va aller. Mais il y a des fois, il faut vider le sac. Des thérapeutes, Il des faut, coachs. voilà, les coachs, ça c'est fondamental parce que ça permet aussi de comprendre des fois ce qui nous anime, de peut-être repositionner un peu le curseur, de se dire qu'il faut s'entêter, oui, Jusqu'à quel mais jusqu'à quel point avoir des gens bienveillants et sans parti pris du projet qui disent là, ça va trop loin dans telle ou telle chose, ou t'en fais trop, ou il y a un truc qui est pas logique, qui est pas juste, ça veut pas dire qu'il faut arrêter, mais il faut revoir le sujet, il faut pas continuer comme ça. Tu regrettes pas cette aventure-là pour le moment? J'ai pas de regrets, je pensais pas que ça serait si dur, On t'avait pas prévenu. on m'avait pas prévenu, ou même si on m'avait prévenu, j'avais peut-être pas écouté, C'est possible. c'est possible aussi. Euh, mais j'ai pas de regrets parce que regretter, un, ça sert à rien. Deux, ce serait regretter tout ce que j'ai appris. Et donc c'est un T'es retour à pas la le même case homme. départ. Non, et humainement et en termes de skills, en termes d'apprentissage technique, en termes de dépassement de soi. Aujourd'hui, enfin, d'être capable, là, on a bouclé notre troisième année, on a, en chiffre d'affaires cumulé, on a dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires à vendre du chocolat. Enfin, moi, je me dis qu'à un moment donné, on a déjà surperformé par rapport même à des industries comparables, à d'autres chocolatiers qui se sont lancés en même temps que nous. Aujourd'hui, avec 3 francs 6 sous, on a fait 1 million d'euros hors taxe de chiffre d'affaires à vendre du chocolat. On ne vend pas des projets et des informatiques et des solutions qui nous emmènent sur la Lune, on vend du chocolat. Et donc ça veut quand même dire qu'il y a un marché, qu'il y a une clientèle, on fait 35% de croissance chaque année. Donc tout ça, Ça va finir j'aurais par pas pu payer. l'écrire. J'aurais Ouais. pas pu l'écrire. Donc le regretter, c'est mettre à la poubelle ce dépassement qu'on a été capable de faire, c'était de prouver que le modèle marche. 180 entreprises qui nous suivent d'année en année et qui communiquent auprès de leurs clients avec leur propre image que notre projet il a du sens. C'est ça en fait. Je dirais qu'un des moteurs de ces partenaires, c'est leur confiance. Certes, quand ils font le virement, ça fait toujours du bien. Mais de se dire qu'ils vous rappellent spontanément d'une année sur l'autre en disant bon alors on fait quoi comme chocolat cette année avec vous, alors j'ai la tête sous l'eau et que j'ai même pas eu le temps de les démarcher, c'est de se dire notre projet il a du sens, il sert à quelque chose et il sert à l'entreprise. Donc on est dans un modèle qui a son marché. Alors Stéphane, merci, merci. On n'arrive pas loin du terme de l'émission.
Et il y a une petite tradition, alors c'est pas une très vieille émission, mais on a déjà mis en place un certain nombre de petits rituels. Peut-être que tu as remarqué sur la table un objet un peu singulier. Mm. Est-ce que ça t'interpelle? Il y en a plusieurs, mais Alors, sur lequel il y a une étiquette. un petit téléphone rose. Qu'est-ce qu'il a marqué de ce téléphone? Téléphone céleste. Alors ici, on est une entreprise, une émission, une chaîne de télé très 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 particulière puisqu'on a un lien direct avec l'au-delà, avec l'univers, avec Dieu, avec qui tu veux. Mhm. Donc imaginons ce téléphone te permette soit de t'adresser directement à Dieu si tu y crois, soit de t'adresser à l'univers, ou même de t'adresser à un défunt qui compte pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire et à qui tu as envie de t'adresser? Je suis dans une forme de spiritualité où je me dis que l'univers m'a pas mis sur cette voie pour rien. On y met Dieu, on n'y met pas Dieu, je dirais que ça c'est propre à chacun et c'est personnel. Ouais. Moi j'ai envie de dire à l'univers, merci de m'avoir mis sur ce projet-là. Merci de m'avoir lancé. T'as pas été tendre. Et donne-moi l'énergie de continuer. Et mets un peu de lumière au bout du tunnel. Évidemment, c'est pas facile ces engagements. Merci à toi, Stéphane, d'avoir joué le jeu. Et c'est pas facile. D'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et merci pour vos partages, vos commentaires bienveillants, comme à chaque fois. Et si vous souhaitez, vous aussi, venir sur ces canapés d'ABC Talk Entreprise pour partager votre histoire incroyable d'entrepreneurs et de dirigeants et d'entreprises, n'hésitez pas à nous contacter sur notre email rédaction@abctalk.fr. J'espère à bientôt et pour de nouvelles aventures. Merci.